nouvelle émission à contre-temps avec Daniel qui va nous parler de la bénédiction des couples irréguliers. On va dire que c'est qu'un couple irrégulier, enfin, peut-être couple irrégulier, enfin ça c'est un débat. Elle nous parlera du pacte sur la migration et l'asile, un accord européen sur la réforme de la politique migratoire et en finale, une exposition de Florence Alexis au Panthéon, de dire aussi qui est cette dame, et aussi de Derek Walcott, le fameux prix Nobel de la littérature. Emmanuel, bonjour. Bonjour Gérard. Je ne t'ai pas dit bonjour, hein, Daniel? Oui, bonjour Gérard. Une conférence qui va nous annoncer, une conférence du professeur Fred Constant, géopolitique des Outre-mer, entre déclassement et revalorisation. Je ne dis pas plus, tu vas développer dans le temps qui t'est imparti. L'eau en bouteille serait vous nous mêlez, hein? L'eau en bouteille serait massivement polluée par des nanoparticules de plastique. C'est des petits, enfin tu vas développer. Une enquête sur les urgences, un homme où le codéum clair serait mieux traité qu'un homme bronzé. Je plaisante, mais c'est un sujet très grave. Un sujet sérieux, pas grave. Christian va nous parler de production d'énergie renouvelable dans le monde, parce qu'on parle de changement climatique, mais il faut qu'on voit les choses globalement au niveau de l'amélioration du système. De Nutri-Score que j'ai découvert. C'est intéressant ça. C'est une solution pour manger mieux, vivre mieux. Et puis de Feu Edith Lefel. D'accord? Jingle. Alors, la déclaration Fiducia Supplicans autorise les prêtres à accorder les bénédictions non liturgiques. On entre dans la grande subtilité du droit canonique, bénédiction non liturgique et non rituelle à des couples en situation irrégulière, notamment les couples divorcés, engagés dans une nouvelle union, et puis également les couples homosexuels, ça va de soi, c'est ce que l'on a retenu de l'actualité, et que Daniel va bien nous expliquer avec son aspect méthodique de juriste. Tu as déjà presque dit une grande partie. Non, moi j'ai retenu, et je te remercie de m'avoir permis de découvrir ce que c'est que le dicaster pour la doctrine de la foi. Parce que ce dont tu as parlé, à savoir Fiducia Supplicans, c'est une déclaration qui a été faite en décembre 2023, approuvée par le pape François, et que cette déclaration émane du dicaster pour la doctrine de la foi, qui est en fait ce qui donne la doctrine de l'Église. Et donc c'est important parce que la dernière fois où il y a eu une déclaration, ça remonte à un peu plus de 20 ans. Donc c'est important. Et donc cette déclaration indique qu'elle donne des précisions concernant la bénédiction. Ça permet de préciser pour l'Église quelles sont les différentes bénédictions, et notamment, comme tu l'as dit, les bénédictions qui ne sont pas à caractère liturgique. Et on rappelle que c'est destiné à ceux qui donnent aux prêtres, aux évêques, qui peuvent bénir. Ils peuvent bénir des hommes, ils peuvent bénir des objets de culte, ils peuvent bénir les fruits du travail, ils peuvent bénir des lieux de souffrance. Et donc, cette bénédiction est importante parce que ça permet, c'est ce qu'on appelle une bénédiction pastorale, qui permet d'aider, de soutenir les personnes qui souhaitent avoir la présence de Dieu dans leur quotidien. Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas non plus trop se voiler la face, c'est-à-dire que la question des couples irréguliers, c'est une réalité sociale à laquelle l'Église, si elle est dans son temps, ne peut pas rester indifférente, et que donc il a été nécessaire de pouvoir légiférer, entre guillemets, dessus. Donc, c'est ce qui permet, cette déclaration, qui permet donc de bénir ces couples irréguliers, couples divorcés, couples homosexuels. Et cette bénédiction, et c'est précisé pour les couples. Et pourquoi je le précise? Parce que certains évêques ont dit qu'on bénisse des individus, nous sommes d'accord, mais qu'on bénisse des couples, nous ne sommes pas d'accord. Et je suppose que... Des couples du même sexe, sous-entendu. Même des couples divorcés. Ou des couples divorcés. C'est les couples, la notion de couple. Oui, ouais. La bénédiction ouais. pour le couple, ça a posé problème chez certains évêques et en grande majorité chez les évêques du continent africain. Oui. Parce que ça heurte beaucoup leurs convictions, leurs pratiques. Il
faut rappeler quand même qu'en Afrique, il y a des pays où l'homosexualité, c'est un délit. Il y a des gens qui sont condamnés. Donc la réalité sociale n'est pas la même qu'en Europe. Et d'ailleurs, cette fiducia duplicans permet à certains évêques de ne pas appliquer s'ils ne le veulent pas. Ce qui a fait que certains se sont étonnés d'une déclaration signée par le pape, mais qui peut affranchir certains évêques de l'appliquer. Mais quoi qu'il en soit, il me paraît important que dans cette décision, il y ait un certain nombre de personnes qui croient en Dieu, qui sont catholiques et qui se sont crues écartées de la fréquentation de l'Église du fait de l'interdiction qu'ils avaient pour certains de communier, d'autres d'être bénis. Donc ça permettra à l'Église certainement d'avoir une population de croyants, quand même, qui puisse revenir à la fréquentation de l'Église. Vous vous souvenez que lorsque nous étions jeunes, il fallait bénir la voiture neuve, il fallait bénir la maison, il fallait quasiment bénir un objet de culte, un chapelet ou une statue, il fallait l'amener, il fallait bénir tout. Tout passait par la bénédiction. Alors on peut y croire, on ne peut pas y croire, c'est pas de ça. Non. On veut pas faire de prosélytisme, on n'est pas plus chrétien que notre ici dans cette émission. Nous sommes des gens qui analysons des phénomènes sociaux. Et le phénomène social de la religion catholique, apostolique et romaine, il est prégnant en Martinique. Il faut bien qu'on en parle, c'est très clair, très clair. Si un sujet vient transversaliser une autre catégorie de chrétiens ou même une autre catégorie religieuse, on en reparlera de la même façon. Voilà. Mon cher Christian, l'Agence internationale de l'énergie a indiqué que le monde avait installé 50%, c'est positif, de capacité électrique renouvelable de plus en 2003 par rapport à 2023, en plus par rapport à 2022. Mais la vie est belle. Tu as parlé de l'Agence internationale de l'énergie. Yes, sir. Donc c'est vrai, c'est une agence qui a été créée en 1974 par les pays de l'OCDE et qui a 4 missions. Assurer la sérénité énergétique, la sécurité énergétique, favoriser le développement économique, sensibiliser sur l'environnement. Et puis faire des rapports annuels. Et dans son rapport du 11 janvier 2024, l'agence fait ses observations. C'est effectivement que la progression des investissements qui sont liés à la réduction, aux problèmes climatiques, disons que cette progression est quand même satisfaisante. On peut voir sur la courbe comment effectivement l'ensemble des pays, et il y a une mention particulière pour la Chine, par exemple, qui a progressé de 66% en éolienne, voilà, et aussi pour l'Europe et les États-Unis qui ont des progressions sensibles. Donc on pourrait effectivement penser que ces défis que nous avons par rapport au COP notamment, et auxquels on ne croit pas forcément, puisque tout le monde ne croit pas, et ces défis sont en train effectivement d'être atteints en quelque part. D'être résolus. D'être résolus, merci. Alors, ils ont des objectifs de tripler la capacité mondiale pour 2030. On a beaucoup douté, mais aujourd'hui, les choses sont en bonne voie. On fait une petite remarque sur les pays en voie de développement qui n'ont pas beaucoup investi. Et il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour investir, pour pouvoir travailler sur tout cela. Alors, il y a aussi des choses qui sont intéressantes, c'est qu'on sait que pour le photovoltaïque, les prix ont baissé, les coûts ont baissé, ce qui fait que ça accélère la capacité des pays d'investir dans le photovoltaïque. Donc, comme je le disais, les images et les coûts montrent effectivement la progression. Et il y en a bien évidemment qui pensent que cette progression ne soit pas assez rapide, n'est pas assez rapide. Mais en tout cas, contrairement à ce qu'on pense, il y a effectivement des statistiques qui révèlent que les États, en tout cas, investissent de manière conséquente pour faire en sorte, pour la réduction, si vous voulez, des énergies fossiles et le remplacement de... Ils disent pétrolifère. Alors, j'ai envie de poser une question. Nous sommes un petit pays, et la Martinique dans tout ça. Qu'est-ce que nous avons comme défi en matière de réduction énergétique? Est-ce qu'il y a un plan? Puisque je crois que aussi les problèmes se posent à nous. Oui, il y a un plan, mais il y a aussi des réglementations françaises qui est modulable et qui est interchangeable, qui est changeable, pour faire un néologisme, notamment pour les... Je te regarde parce que je pense que tu as la réponse. Pour les cellules photovoltaïques, il y a des entreprises qui bénéficiaient jusque-là de l'aide apportée par la défiscalisation de ces investissements, et puis ça a changé, ça a été modifié. Oui, il existe un plan en effet, auquel doivent se soumettre les acteurs qui produisent de l'énergie. Aujourd'hui, le mix énergétique en Martinique est toujours dominé par le pétrole. Je crois qu'on est dans un mix 70-30. Donc 30% de l'énergie produite provient des énergies renouvelables.
Mais ça a quand même progressé. Moi, j'ai quand même connu, il n'y a pas si longtemps que ça, une époque où le mix était dans un ratio de 95-5. Oui. Donc voilà, la part du renouvelable progresse, pas assez vite, surtout quand on constate le potentiel naturel de la Martinique. On a du soleil, on a du vent, on a des marées, La géothermie. on a de la géothermie, on a objectivement des atouts que beaucoup d'autres pays n'ont pas, et on peut se demander pourquoi on ne va pas plus vite, compte tenu de nos atouts naturels. Et comment? Oui, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais il y a tellement à dire. Hein. En tous les cas, tu vas nous parler de l'eau en bouteille qui est je prends le terme de l'affiche, massivement polluée par des nanoparticules de plastique, mon cher Emmanuel. Oui, alors c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis sur 3 marques d'eau en bouteille et qui, par des approches nouvelles, notamment de méthodes optiques de détection de nanoparticules et de microparticules, va chercher des particules qui jusque-là n'étaient pas détectées dans les différentes études. Et c'est vrai que, par principe, quand on cherche, on trouve. Donc là, en l'occurrence, cette étude révèle qu'il y aurait par litre d'eau en bouteille 250 000 nanoparticules de plastique. Voilà ce que révèle cette étude. Et cette étude dit qu'il n'y a rien ne s'oppose à ce qu'on puisse penser que ça puisse s'étendre à l'ensemble des eaux en bouteille du monde. Voilà qui sont les mêmes compositions. Alors, là où, quand on rentre dans le détail de cette étude, on s'aperçoit que les plastiques qui sont identifiés sont de sources différentes. Il n'y a pas que le plastique lié au contenant. Ce sont des bouteilles PET, c'est le nom du plastique qui caractérise ces bouteilles. Une partie des nanoparticules proviennent du contenant, soit sous l'effet de la chaleur notamment, qui dégrade le plastique, mais également le frottement du bouchon quand on ouvre et quand on ferme la bouteille. Mais il y a d'autres plastiques qui arrivent dans l'eau par des voies différentes. Et en réalité, on s'aperçoit que partout où l'eau circule, donc ça peut être dans les canalisations, ça peut être à travers les filtres en plastique des embouteilleurs, et bien, ça ramasse. Donc c'est ça et donc il y a 7 plastiques différents. Alors les nanoparticules sont des particules tellement fines que le risque et le danger naturel, c'est qu'elles puissent traverser les barrières biologiques des humains, donc rentrer dans le sang, peut-être même aller dans le cerveau. Donc ça, ce sont les risques qu'on présuppose, les risques sanitaires qu'on présuppose de l'effet de ces nanoparticules, bien qu'à ce stade, aucune étude épidémiologique n'ait clairement dit que c'était dangereux. Hein. Donc il faut aussi ne pas installer de panique, ne pas affoler les gens. D'autant plus que... alors, moi, je me suis intéressé à ce sujet en essayant de mettre en perspective par rapport à l'ensemble de ce que nous consommons. Et en réalité, j'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est que la totalité de ce que nous absorbons est en interaction avec un écosystème et qui, par principe, se charge des particules qui sont dans l'écosystème. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si je compare l'eau en bouteille à l'eau du robinet, et si on devait faire la même étude dans l'eau du robinet que celle qui était faite sur l'eau en bouteille, on devrait vraisemblablement trouver autant, sinon plus de microparticules, pour une raison bien simple, c'est que les barrières plastiques existent également dans le chemin de l'eau du robinet, entre les filtres, les canalisations elles-mêmes, qui, elles, contiennent bien plus de substrats que dans l'industrie. Voilà. Et donc, donc, il y a manifestement, probablement, plus de microparticules de nature différente, en plastique bien évidemment, mais on peut aussi rajouter le cuivre, le fer, et tout ça. Voilà. Et il vous suffit d'ailleurs d'ouvrir une canalisation pour regarder le substrat qu'il y a à l'intérieur, ça fait peur. Il y a eu quelques images qui ont circulé il y a un certain temps sur l'état de nos canalisations. C'est d'ailleurs un vrai sujet, à mon sens, pour la Martinique, l'état sanitaire de nos canalisations. Je sais que pendant la dernière campagne de la CTM, il y a eu pas mal de partis qui ont proposé des plans eau pour pouvoir assainir nos canalisations. Et un de ces plans qui avait été proposé est de dire qu'il faut impérativement lancer un vaste plan de changement de nos canalisations. Combien d'argent? Alors, c'est un plan sans doute aux milliards d'euros. Très bien. Mais qui peut s'étaler sur 10 ou 15 ans. Oui.
Et dans l'intervalle, une des préconisations qui est faite, c'est d'installer des filtres à charbon à la sortie du robinet. Charbon actif pour pouvoir gérer le problème. Donc voilà, il y a cette problématique de l'eau qui est manifestement chargée. Et d'ailleurs, il y avait une étude qui est contestée aujourd'hui par l'ARS et qui est quand même qui est dans le débat, donc on peut la citer, qui prétend que sans rentrer dans l'analyse des microparticules, parce que ça n'a pas encore été fait, on détecterait dans l'eau sortie du robinet en Martinique pas moins de 375 molécules différentes. Alors, ça peut être des molécules de chlordécone, de paraquat, de TNT, de toutes sortes de choses qui, chacune prise individuellement, sont dans des quantités infinitésimales qui ne représentent pas de danger. Mais quand vous additionnez 375, là, vous avez un effet dit cocktail qui peut devenir problématique. C'est comme si, en gros, vous buviez un petit dé de rhum, ce n'est pas ça qui va vous fatiguer, mais imaginez que vous buviez 375 dés d'alcool différents, je pense que vous seriez un petit peu fatigué. Ouais. Oui, moi, je voudrais faire un petit bémol concernant l'eau courante, l'eau du robinet, parce que je vois, moi qui ne consomme que l'eau du robinet, je suis confortée parce que dans mon secteur, j'ai reçu ce que je ne recevais pas avant, un rapport m'indiquant les analyses, la qualité de l'eau, ce qui a été relevé. Et donc, j'étais rassurée quelque part, parce qu'il y a beaucoup plus de contrôle qu'avant. Sur la question de la chlordécone, il y a un traitement pour l'eau courante. D'ailleurs, je signale que sur ce point, il y a une bataille qui vient d'être gagnée, puisque l'État prend à sa charge le coût de la détection, alors qu'avant, c'était dans le prix de l'eau. Et donc, par conséquent, et les canalisations, si c'est vrai que l'image dont tu parles, elle existe, mais depuis, au moment où il y a eu les gros problèmes, il y a quand même un plan qui est mis en place et il y a un certain nombre de canalisations qui sont changées. Et donc, par conséquent, c'est vrai, c'est pas encore bon, mais je pense que c'est la tendance qu'il faut souligner, parce qu'il y a une vraie tendance pour pouvoir revoir les canalisations et le contrôle de l'eau. Oui, Daniel a raison, parce que effectivement, quand on regarde ce type d'études, c'est paniquant. Mais la vérité, c'est qu'il y a quand même un véritable progrès constant sur l'amélioration de tout ce que l'on consomme. Mais c'est vrai que dans le même temps de ce progrès, on investigue toujours plus petit et on trouve toujours plus effrayant. Mais fondamentalement, je pense que l'eau est bien plus pure qu'elle n'a jamais été aujourd'hui par rapport aux années précédentes. Et c'est vrai aussi dans tous les domaines de l'alimentation, quand même. Vous avez assez fait peur comme ça à notre gentil auditoire. On va revenir là-dessus. On va continuer à se faire peur hors écran. Pour parler du pacte sur la migration et l'asile, un accord européen sur la réforme de la politique migratoire confiée à Daniel. Oui, alors en 2023, il y a eu la publication d'un pacte, d'un accord, disons, qui a été conclu entre le Parlement et le Conseil de l'Europe, en décembre 2023. Mais cet accord est la résultante d'un travail initié par la Commission européenne depuis 2020. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de travaux, beaucoup de rencontres. Et il y a certains pays, parce que tous les pays européens n'ont pas la même position, donc pour arriver à avoir une majorité qualifiée, bref, c'était compliqué d'arriver à cet accord. Alors, ce pacte consiste en quoi? En fait, l'Europe veut se défendre contre ce qu'elle estime être une immigration de plus en plus importante. Elle n'est pas du tout dans l'idée de voir comment on peut diminuer l'immigration, mais de savoir comment elle peut se protéger. Et donc, les mesures qui sont prises sont des mesures d'harmonisation pour pouvoir détecter ceux qui pourraient bénéficier du droit d'asile, c'est-à-dire qui sont recevables à faire une demande au droit d'asile, de façon à traiter plus rapidement et que tout le monde puisse traiter de la même façon, uniformément, et de façon à ce qu'on puisse les renvoyer plus vite s'ils ne relèvent pas du droit d'asile. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément qui est, je ne dirais pas tout, mais les principaux, l'autre élément, c'est le système de solidarité. Bon, parce qu'il y a des États qui sont sous pression. On a tous en tête les images
concernant l'Italie, concernant la Grèce. Ça, c'est pour l'accueil. Pour l'accueil. Donc, il y a des pays, ce qu'ils appellent dans le pacte les pays sous tension. Voilà. Donc, l'idée, c'est deux directions. Soit on répartit les migrants qui arrivent dans ces pays dans d'autres pays qui seraient d'accord, ou s'il n'y a pas deux pays qui peuvent recevoir, il y a une compensation financière pour les États sous tension. Et cette compensation, c'est soit de l'argent, c'est 20 000 euros par migrant, ou bien la création de centres d'accueil pour pouvoir accueillir dans des conditions à peu près décentes les migrants. Et ça, c'est parce que l'Italie, notamment, a fait beaucoup de pression. Et personne ne se presse au portillon pour pouvoir dire qu'ils sont volontaires pour accueillir des migrants. La France a dit 4 000 quand même. Hein. Il y a un certain nombre. Mais il y a d'autres pays, comme par exemple la Hongrie, la Pologne, il n'en est pas question. Donc ça, c'est un autre point. Ensuite, les pays sont dans le pacte d'accord pour définir les conditions pour accueillir des migrants dans les métiers en tension. Voilà. C'est-à-dire que l'Europe, elle se dit, je ne veux pas des migrants, mais par contre, je veux certains migrants, certaines professions, parce que j'en ai plus. Donc, ils sont d'accord pour harmoniser. Et puis, un autre élément, parce que ça fait rentrer le numérique et probablement l'intelligence artificielle pour pouvoir harmoniser la façon de détecter et de gérer les migrants pour savoir s'ils ont déjà déposé une demande d'asile, d'où ils viennent, bref, pour gérer de façon plus rationnelle et plus efficace, du moins pour les pays européens. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cela? De savoir qu'effectivement, de façon majoritaire, les Européens se mettent d'accord parce que les accords précédents sont un peu obsolètes compte tenu les accords de Dublin sont un peu obsolètes. Donc il fallait moderniser, actualiser la législation applicable à l'Europe. Et la direction, c'est vraiment comment se protéger davantage. La question qu'on peut se poser, il y aura toujours des migrants tant qu'on ne s'interrogera pas davantage sur les raisons pour lesquelles les migrants viennent, parce qu'encore une fois, pour affronter les traversées dans le désert, les bateaux qui peuvent couler, les conditions, c'est parce que les gens n'en peuvent vraiment plus. Donc, ils ne viennent pas comme ça par plaisir dans les pays. Donc, entre la sécheresse, les inondations, les catastrophes créées par d'autres, les guerres, on va toujours avoir cette solution et l'Europe aura beau prendre tous les règlements qu'elle veut, il y aura toujours des immigrants si on ne traite pas la cause. Partant quand même du principe, je vais tenir un langage un peu réactionnaire, que la France, effectivement, les pays européens ne peuvent pas accueillir tout le reste du monde. Nous sommes d'accord, la dernière fois, lorsqu'on a parlé de leur immigration, on avait cité ça. Donc, il faudrait d'abord qu'eux-mêmes, ils essaient de régler dans les pays en question, et moins réactionnaires, qu'ils essaient de régler dans ces pays la cause du rush et du départ des gens. Conditions climatiques, conditions et puis même, économiques et autres. Même créer on est quand même un peu surpris que les centres d'accueil, il y a des accords par exemple avec la Turquie pour pouvoir, parce que la Turquie contient quand même beaucoup d'immigrés. Hein, et de temps en temps, elle menace de ne plus contrôler et puis de les laisser partir. Mais elle perçoit pour ça des aides aussi. Elle perçoit beaucoup d'argent, mais ça pourrait se développer davantage dès la création de centres, je veux dire, décents pour respecter l'humanité des gens. Et puis, on pourrait imaginer des accords internationaux à ce moment-là avec tous les pays de la Méditerranée pour pouvoir essayer de voir comment on peut Mais ça signifierait une autre politique internationale parce que, bon, les régimes politiques sont différents, ils changent. Et puis, l'Europe, passer des accords avec des pays du pourtour de la Méditerranée alors que, dans certains cas, ils sont peut-être dans des processus d'intervention militaire, c'est compliqué. Absolument. Donc en fait, ça renvoie à une conception de politique générale et quelquefois, c'est difficile à mettre en place. On va parler de sujets aussi lourds, mais de société. Jingle pour ça. Une enquête révèle qu'aux urgences hospitalières, un homme blanc est mieux pris en charge qu'une femme noire. Et naturellement, c'est à Emmanuel de Rênal que vous aurez compris que c'est lui qui va s'y coller, ça va de soi. Oui, donc c'est une étude. Alors, d'abord, dire que nous sommes tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Ça, c'est l'entrée en matière pour dire qu'une étude, en effet, dit que dans les urgences, quand viennent les personnes qui sollicitent les urgences,
il y a ce qu'on appelle le diagnostic intuitif. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans l'analyse de la pathologie, intuitivement, on classe les malades potentiels en urgence extrême ou pas, pour pouvoir canaliser les traitements. Et dans ce moment du jugement intuitif, là intervient, puisque ça a été mesuré, un préjugé, des préjugés qui permet de dire, à pathologie totalement égale, ben, celui-ci est plus gravement en danger que celui-là. Ouais. Et celui-ci, c'est d'abord les hommes par rapport aux femmes. Donc il y a vraiment un préjugé sur le sexe. On considère qu'il est plus urgent de mettre son attention sur les hommes que sur les femmes. C'est ce que ça veut dire en réalité. Et quand on prend les critères socio-ethniques, il vaut mieux être soit maghrébin, soit blanc, que asiatique ou noir. C'est ça voilà ce que dit cette étude. C'est une étude qui a porté sur 1500 médecins urgentistes de France, de Suisse, des Pays-Bas et de Monaco. Donc c'est une étude qui n'est pas si robuste que ça en termes de volume. Ça reste des petits chiffres quand on voit l'étendue du périmètre, mais qui quand même sort des chiffres qui sont les suivants. Pour être très précis, hein, voilà ce qu'il en ressort. En moyenne, sur ces fameux malades qui débarquent aux urgences, 55% de cas cliniques strictement équivalents présentés à l'échantillon d'urgentistes sont jugés comme des urgences vitales. 55%. Quand on rentre dans l'analyse, dans la segmentation sexe, 62% ce sont des hommes, 49% des femmes. Là, il y a une vraie discrimination sur le sexe. Concernant l'appartenance socio-ethnique, pour un patient maghrébin, 61% des prédiagnostics sont considérés comme une urgence vitale, 58% pour un patient blanc, 55% pour un patient asiatique, 47% pour un patient noir. Alors, sur un plan purement statistique, ce sont des écarts qui restent faibles, puisqu'il y a ce qu'on appelle les écarts de confiance. Ce sont des écarts qui ne sont pas si flagrants que ça, mais qui, malgré tout, dénotent qu'il y a un préjugé, qu'il y a le facteur des préjugés chez les soignants. Mais en réalité, ce facteur de préjugé, il est consubstantiel à la nature humaine, en réalité. Je pense que c'est ça qui est intéressant de dire. Mais quand ça touche le traitement vital des individus, il pose un vrai problème. Donc il faut réellement s'en préoccuper. Et donc essayer de trouver des solutions malgré tout. Même si l'écart n'est pas si important que ça, il faut quand même se mettre en situation de lutter, je dirais presque désespérément, contre tout ce qui peut écarter certains du soin sur des critères qui ne sont pas des critères de soin. Donc là, il y a 4 axes d'amélioration que moi j'ai un peu identifiés. Le premier axe, d'abord, c'est l'existence même de cette étude qui permet une prise de conscience. D'en parler, comme nous le faisons. D'en parler, donc il faut le dire. Et c'est important que le corps médical, que la communauté des soignants soit elle-même consciente qu'elle est aussi porteuse de ces préjugés, ce qui est normal, puisque c'est la nature humaine qui porte ces préjugés, mais il faut simplement le dire. Il faut simplement dire, soyez consciente que dans votre communauté de soignants, ça existe. La deuxième chose, ce sont des programmes de formation aux facteurs humains, au-delà des formations purement médicales, toujours mettre l'accent sur l'importance de ces formations dans le corps médical. Le troisième axe d'amélioration pourrait être, ça fait écho à ce que vient de dire d'ailleurs Daniel, s'assurer que la totalité des communautés sont représentées dans le corps médical. C'est-à-dire que c'est important de ne pas ghettoiser les métiers du soin et que des soignants issus de toutes les origines étrangères puissent constituer le corps médical. C'est un moyen, en effet, de rééquilibrer aussi les choses. Et puis enfin, et ça c'est assez, on le verra de plus en plus, c'est s'appuyer sur l'IA. Alors, c'est quand même assez étrange comme solution parce que l'intelligence artificielle, de plus en plus... On y a mis des données quand même. On y a mis des données qui peuvent être culturelles, qui peuvent être liées. Oui, mais en réalité, là, s'agissant de diagnostic, l'IA, on peut considérer qu'elle va gommer tous les biais humains pour pouvoir prédiagnostiquer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, assez naturellement
les malades qui traversent le seuil des urgences, mais ça pose un problème, je trouve, assez vertigineux, c'est de dire c'est finalement la machine qui va devoir gommer des travers qui sont fondamentalement humains. Et on va de plus en plus s'en remettre à ce jugement, ce juge de paix qui sera l'IA et donc les algorithmes qui vont prendre le pas sur les travers humains, y compris sur un champ moral. Il faut que nous prenions notre parti, cher ami. Oui, absolument. Mais tout, c'est effectivement en parler, moraliser, penser à l'éthique, penser à l'aspect, je veux dire, le mot est lâché, spirituel des choses, quoi, de toute découverte. Comme il a été de... Et se dire en conscience qu'on est, dans tous les domaines, on ne doit pas être assuré d'être exempt de préjugés racistes ou de préjugés de genre. C'est notre faiblesse, il faut vivre avec, mais il faut en permanence être conscient de ça, et pas simplement dans le champ médical. Je pense que c'est un mode de vie. Il faut se rappeler à nous-mêmes nos propres fragilités. Oui, et ça passe par l'acceptation de l'autre, ça passe par la tolérance, même des choses les plus extrêmes, dans la différence. Et puis ça passe par, je vais lâcher le mot, un gros mot, ça passe par l'amour qu'on a pour l'humanité. Oui. Pour illustrer le sujet qu'Emmanuel vient de traiter, on se souvient peut-être de cette Martiniquaise, cette Antillaise en tout cas, qui était dans l'est de la France et qui est morte, parce que le SAMU avait considéré que sa situation ne relevait pas de l'urgence, donc elle cumulait le handicap d'être noire et d'être femme, puisque c'est dans ce que tu viens de décrire. Et d'ailleurs, l'écart le plus important, en effet, c'est il vaut mieux être un homme blanc qu'une femme noire. Là, quand vous cumulez ces deux... Et c'est pas seulement pour la santé. Il faut, je vais dire une bêtise, vous permettez, c'est bien d'être homosexuel et puis d'être peut-être sémite pour être ministre. Bon, le Nutri-Score en 5 questions. Christian. Alors, le Nutri-Score, c'est un sujet que Gérard m'a fait découvrir d'ailleurs. C'est vrai que c'est un système d'étiquetage qui doit permettre aux consommateurs de mieux s'aiguiller en matière nutritionnelle. C'est rassurant quand même. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Alors, on le voit à l'écran, A, B, C, D, E. Alors, des couleurs différentes. Le principe, c'est que le consommateur aujourd'hui doit, quand il va en supermarché, il doit pouvoir distinguer sur le produit qu'il achète la valeur nutritionnelle de ce qu'il achète. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, vous voyez. Évidemment, le A, c'est la plus grande qualité, et évidemment, le E, c'est la grande qualité. Alors, j'ai observé, bien évidemment, que cet étiquetage est sur beaucoup de produits, mais ce n'est pas sur tous les produits. C'est pas obligatoire. Voilà, c'est peut-être pas obligatoire. Alors, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2017 en France et aussi au niveau de l'Europe. Et voilà, et qui, comme je le dis sans vouloir me répéter, qui a pour objectif de fournir aux consommateurs des éléments beaucoup plus maîtrisables pour pouvoir sauvegarder sa santé. Alors, on se dit que, par exemple, si vous voulez maigrir, il faut prendre des produits A ou B. Voilà. Non, mais il ne faut pas seulement maigrir, être en bonne santé aussi. Être en bonne santé, absolument. Donc, c'est intéressant, à mon avis. Alors, bien évidemment, tous ces éléments-là sont faits pour éviter les problèmes cardiovasculaires, les problèmes différents que nous avons, les accidents cérébraux. Et je pense que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et il est justement urgent, peut-être aussi que le consommateur ait ce réflexe aujourd'hui pour pouvoir effectivement gérer son alimentation et choisir des produits qui confortent sa santé. Voilà. Mais est-ce qu'il a ce réflexe-là? C'est bien pour ça qu'on fait cette émission, je crois. Oui, c'est pour éduquer, avoir le réflexe. On va croire que nous faisons une émission vraiment de destruction civique, quoi. Mais dans un pays où il y a un tel problème de handicap à cause de la malbouffe, de l'obésité, des problèmes de tension, des problèmes aussi de diabète, des problèmes génétiques liés à notre passé historique. Et puis, très rapidement, j'avais entendu un professeur expliquer que certaines maladies qui existent dans les West Indies, c'était un Facebook en anglais, n'existent pas en Afrique, quoi. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui ont été acquises de par la traversée de l'Atlantique, la nourriture très salée, la substitution du sucre à ce qui était comme aliment de base pour exister sur les plantations. Ça crée des handicaps, ça crée des handicaps qui restent là, qui perdurent, et qui sont transmis génétiquement. Juste pour la production locale, on peut s'interroger également. Est-ce que les produits, puisqu'on travaille beaucoup pour développer la production locale, est-ce qu'ils entrent dans ce système aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des systèmes d'étiquetage qui sont mis en place
La réflexion est en cours, très clairement. Je sais que les industriels locaux s'interrogent dessus. Quand ils ont lancé le label Cœur Martinique, c'était déjà une première étape pour déjà distinguer les produits fabriqués ici, avec aussi une variation sur les produits fabriqués à partir d'ingrédients purement martiniquais, avec, je pense, la volonté à terme de mettre en place ce type de dispositif. Voilà. Souvenez-vous que les dispositions prises par une loi sur le dosage en sucre outre-mer, les dispositions qui avaient été prises sous l'impulsion de l'URL, avaient pris beaucoup de temps pour être mises beaucoup de temps avant que les décrets d'application ne viennent effectivement rendre effectives ces mesures, et ils s'en plaignaient de temps en temps. Tout à fait. Et les industriels l'agroalimentation, on pourrait dire ça, l'agroalimentaire local, expliquait que oui, mais enfin, quand tout le Venezuela, des îles voisines, arrivent les mêmes produits concurrents et bourrés de sucre, que le consommateur ne choisira pas. Donc il y a ce problème également peut-être d'éducation, et c'est à ça que sert notre émission, parce qu'en fait, c'est aussi important que d'autres problèmes qui relèvent de la politique, qui relèvent de l'article 49 du Parlement, etc., pour le quotidien des Martiniquais et des familles qui nous regardent. Jingle, pour qu'on puisse passer à quoi? Qu'est-ce qu'il y a après? La culture. La culture. Florence Alexis est la fille du grand écrivain haïtien Jacques-Stéphane Alexis, et elle est la commissaire de l'exposition Oser la liberté. Le lieu, l'endroit, l'époque où c'est, font que vraiment, à mon avis, c'est une haute considération de la République à l'égard de cette femme haïtienne. Oui. Alors, je vais revenir à Florence Alexis, mais si tu permets, avant, l'exposition est faite à la demande de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et du Centre des monuments nationaux. Oui. Ce sont eux qui sont les commanditaires de l'exposition, et Florence Alexis en localise pour moi. Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est celle du ministre Hérault. Hérault, oui. Okay. C'est elle qui est présidée par Jean-Marc Hérault. Et donc, cette exposition, qui a commencé au mois de novembre et qui se termine le 11 février, a comme commissaire donc Florence Alexis. Et Florence Alexis est une chercheuse, mais elle est aussi la fille de Jacques-Stéphane Alexis, qui est un romancier internationalement reconnu haïtien. C'est lui notamment qui a le merveilleux dans la littérature haïtienne, c'est lui qui en a été l'initiateur. Donc c'est quelqu'un qui a une grande tradition intellectuelle, je dirais, de par sa famille. Elle est chercheuse, donc par conséquent, elle-même, elle a sa propre légitimité, elle n'est pas que fille d'eux. Et donc cette exposition qui s'appelle « Oser la liberté », figure de combat contre l'esclavage. C'est une exposition qui est en deux parties. Une première partie qui est sur ce qu'on appelle la nef, c'est-à-dire le rez-de-chaussée du Panthéon. Et c'est une exposition avec une série, il y a 15 fresques qui sont faites par un artiste et qui représentent des figures de résistance à l'esclavage, parce que c'est des figures de résistance. Hein, et puis dans la crypte, là où sont les tombeaux, il y a à ce moment-là un séquençage de l'exposition qui sont des archives, des tableaux, des documents sonores et visuels. Il y a tout cela, et il y a plusieurs parties. Il y a une partie concernant sur la résistance, le marronnage, une partie sur les abolitions, une partie sur ceux qui ont battu et qui ont combattu, et les séquelles de cet esclavage dans la société française d'aujourd'hui, avec le racisme, puisqu'il y a une relation entre le racisme de la société française et ce phénomène de l'esclavage. Alors le mérite de cette exposition est vraiment tous ceux qui vont voyager, tous ceux qui sont sur le sol hexagonal parce qu'ils nous regardent, allez-y, parce que il y a des figures connues, mais il y a aussi des figures moins connues qui sont présentées. Et Florence Alexis en parle d'ailleurs, parce qu'elle a été interviewée. Vous pouvez aller sur Internet, elle a été par France 24, TV5 Monde. Il y a vraiment des interviews d'elle très intéressantes où elle explique que cette exposition peut être considérée comme une forme de réparation parce qu'elle permet sur le sol
le sol national, de voir comment cette histoire est prégnante et cette histoire qui a été trop longtemps occultée. Et juste un exemple, au niveau des résistances, elle indique quand même dans son interview comment les résistances commencent dès l'Afrique. Et elle dit qu'il y a des résistances réussies, c'est-à-dire qu'il y a des gens en Afrique qui se sont mobilisés pour que les bateaux dans lesquels on avait mis les futurs esclavisés ne partent pas. Et elle explique qu'il y a eu des cas de réussite où les bateaux ne sont pas partis. Elle donne aussi des exemples de résistance sur le bateau et bien entendu des résistances sur le sol. Donc par conséquent, on y apprend une foule de choses. Et il y a un catalogue, pour ceux qui veulent commander le catalogue, il est possible, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à l'exposition. On va appeler un chat, on va sortir nos mouchoirs de nos poches. Je suis président de l'association Tous Créoles, sont membres du bureau Emmanuel de Rhinal et Daniel Marceline. C'est clair, net, et puis il n'y a pas d'hypocrisie dans ce que nous faisons. Nous avons décidé, pourquoi je le dis ça? Parce que nous avons décidé de ne plus aborder directement ces questions thématiques sur les réparations, sur l'esclavage et autres, donc que ce ne soit pas uniquement l'élément moteur de notre action. On parle d'autres choses différentes. Et tout à l'heure, tu vas nous parler d'une conférence prochaine de Fred Constant, après Daniel. Mais lorsqu'il y a des actes aussi forts, aussi puissants que ce que fait cette dame au Panthéon, il faut qu'on en parle. Voilà ce que je voulais quand même dire. Et je reprendrai ses propos. Ce n'est pas en faisant silence, ce qu'on disait, et en faisant un sujet tabou qu'on va régler le problème justement que tu viens d'évoquer, du racisme moins on en parlera, plus ce sujet va inquiéter et animer les esprits. On peut s'asseoir autour d'une table, consulter les historiens, les philosophes, les sociologues, les élus, les artistes, tous ces gens-là pour qu'ils puissent réfléchir ensemble sur la manière dont on peut, non pas réparer financièrement, mais réparer tout court. On considère que l'exposition que nous présentons ici au Panthéon, tu l'as dit, hein, je te plaise, est un acte réparateur en soi. Il y a 1000 manières de réparer, l'exposition en est une, il y en a beaucoup d'autres en matière de coopération, d'éducation et de santé, etc. En tous les cas, elle estime que ce qu'elle fait, c'est un acte qui prend une dimension particulière au sein de la République à laquelle je crois, pas la République, la vilaine République qui a fait de vilaines choses, mais comme l'Église d'ailleurs, qui a fait de vilaines choses dans ses débuts. Tu vois que j'évolue, Emmanuel, ça, la notion de la République. Le chien de Tiepolo, poème à Pissarro, le titre déjà me met en état de littérature. Daniel. Oui, mais disons, c'est vrai, le chien de Polo, mais c'est le prétexte pour parler de Derek Walcott, en fait. Je ne vais pas parler, si je dois parler d'un livre, je parlerai davantage de Café Martinique, de Derek Walcott. Alors, Derek Walcott, c'est notre voisin. Il est né à Saint-Lucien, c'est un Saint-Lucien. C'est quelqu'un qui est né en 1930 et qui est mort en 2017. Et c'est quelqu'un qui a fait des études, qui est allé à Trinidad, qui est allé en Angleterre, aux États-Unis, enseignant aux États-Unis. Et il a une multitude de facettes, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui écrit en prose et en vers. Ça a été un enseignant, ça a été un journaliste, ça a été un dramaturge. Quand il a fait du théâtre, il a écrit les textes, il a fait la mise en scène, il a fait les décors, parce qu'au départ, il voulait être peintre. Et c'est quelqu'un qui nous est un peu familier, parce que Derek Walcott, il a eu le prix Nobel de littérature en 1992. Et 1992, c'est une année importante pour la littérature antillaise. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la France hexagonale, c'est le prix Goncourt et c'est Chamoiseau qui a le prix Goncourt en 1992. Et au niveau du prix Nobel de littérature, c'est Derek Walcott qui est lauréat, mais il y avait comme finaliste Édouard Glissant. Ouais. Donc, par conséquent, le focus a été porté sur la littérature antillaise très fortement au cours de cette année 1992. Et dans Café Martinique, il y a une lettre à Chamoiseau de Derek Walcott, parce qu'il fait une critique littéraire de Texaco. Et donc, c'est très, très puissant, très fort. Et Derek Walcott est venu à la Martinique. Il est venu notamment en 2013, lorsqu'il y a eu un colloque organisé par le Centre césarien pour célébrer les 100 ans d'Aimé Césaire. Et Derek Walcott était présent. Et Derek Walcott, il est peut-être plus proche de Glissant que de Césaire. Et pour terminer sur ce sujet,
à Sainte-Lucie, parce que Sainte-Lucie n'a pas qu'un prix Nobel de littérature, il a également un prix Nobel d'économie, de Arthur Lewis, qui a été un Saint-Lucien anobli par la reine, qui s'appelle Sir donc Arthur Lewis. Et à Sainte-Lucie, il consacre le mois de janvier à l'hommage à ces deux prix Nobel. Et le 23 janvier, parce qu'ils sont tous les deux nés un 23 janvier, il y a de grandes manifestations et il y aura un dépôt de gerbes dans les jardins du campus Arthur Lewis, parce que le campus s'appelle Arthur Lewis, et Derek Walcott ainsi que Arthur Lewis sont inhumés dans le jardin de ce campus. Donc c'est l'occasion de parler de cet auteur qui nous est si proche. Parle-nous de la conférence du professeur Fred Constant. Oui, alors rapidement, puisque je crois que le temps nous est compté. Alors, Tous Créoles organise régulièrement des rencontres autour d'auteurs et autour de personnalités qui nous racontent un petit peu la société. Et là, jeudi 25 janvier, à 18h au Linas de Manity, nous recevrons Fred Constant, qui va nous parler de son livre qui s'intitule « Géopolitique des Outre-mer, entre déclassement et revalorisation ». Donc ça sera une rencontre assez formidable, puisque Fred Constant, ça n'est pas n'importe qui, c'est une sommité, c'est un Martiniquais, et quand on lit son CV, il est long comme le bras, et donc on ne va pas le détailler. Il est diplomate, ambassadeur, donc il a parcouru le monde des universités aux États-Unis, en Europe notamment, et donc c'est un professeur des universités rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur en France. Et donc, c'est quelqu'un de tout à fait passionnant et va nous dire en quoi les Outre-mer peuvent jouer un rôle influent dans le monde qui est dominé aujourd'hui par la compétition sino-américaine. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Je vais développer hors émission parce que je vais demander à la technique de me donner 3 minutes de plus pour que Christian nous parle de musique de façon tranquille et sereine. Mais un petit jingle avant quand même. Merci Gérard, parce que je vais taper du poing. Mais je le sais, j'ai senti que c'était une catastrophe là. Aujourd'hui, Gérard m'a demandé de rendre hommage à Edith Lefel. Edith Lefel, il n'y a pas que toi, la Chabine là aussi. Extraordinaire, merci. Extraordinaire, avec une voix magnifique, avec elle était jolie, elle était très très jolie. Edith Lefel qui est née en 1963. Oui. Et qui est son père est martiniquais, sa mère est guyanaise, donc elle est guyano-martiniquaise. Elle a vécu à Trinité jusqu'à 14 ans, et elle est partie après en France, et donc elle a commencé à connaître des succès en France. Elle était passionnée de musique. Hein. Bon, on va écouter tout de suite, parce que je ne monopolise pas les paroles. On va déjà écouter. À s'y paraît, parce que Edith Lefel aussi, elle a donné l'œil au répertoire traditionnel. Elle a voulu revaloriser des chansons de Léona Gabriel, des chansons de certains nombre d'artistes de la tradition. À si paraît moi pas belle encore, à si paraît ou les quitte moi, à si paraît moi fait ou que cheuille depuis des mois qu'à négliger moi. Mais cependant moi toujours travail, pour moi t'es bas tout ça ou télé, et je dis où c'est un gros monsieur qu'à quitter moi pour en qu'on aille. Allez monsieur, ça fait à pas qu'à porter bonheur. Allez grand, ti maman il a moins qu'à soigner bao. Loyer kay la moins kay payer bao. Moi c'est créole, moi ni courage. Moi les ouais aussi à Fort de France. Allez monsieur, ça en fait à pas kay porter au bonheur. Allez, si maman il a moins kay soigner bao. On ne peut pas parler d'Edith Lefel si on ne parle pas de Ronald Rubinel, qui a été son compagnon, je crois son époux, et avec laquelle il a eu 2 enfants, 2 garçons. 2 jumeaux. 2 jumeaux, absolument. Et Edith s'est intégrée dans tous les mouvements musicaux. Avec Philippe Laville, avec Malavoie. Elle a rendu un hommage aussi à Edith Piaf, extraordinaire. Voilà. Mais pour ne pas monopoliser, je propose le deuxième titre, La Sirène, une composition de Loulou Boislaville qu'elle a magnifiquement interprétée. Bonjour, mois de décembre,
cascade, vous baigner. Moi tombe en t-shirt qui sortit d'ici là. Moi lève-moi pour chercher la ça y est. Ouais, oh mademoiselle, très jolie, qui dit moi. Alors, au-delà de ces chansons qu'elle a enregistrées, parce qu'elle a fait quand même beaucoup d'albums, elle a chanté avec Jean-Luc Alger, notamment, Ich Maman, c'est une chanson qui a marché beaucoup, mais je crois qu'en son passage dans Malavroix a été quand même un élément très important. Je crois qu'elle a travaillé avec un orchestre, hein, la direction de Paul Voisine. Voilà. Et là, je vais vous proposer un troisième titre, mais c'est un titre merveilleux aussi, qui s'appelle SOS Mémé, qui a été écrit par Jean-Claude Nemo et Roland Brival. L'air commence à vieillir, s'arrête. Condamné à vivre tout seul. Malgré ton cas passé, on ne peut pas oublier. Pour songer l'intéger, tout le monde entier vibrer. Je village inventé, yo abandonné. Tout ce qui t'arrête, c'est l'homme pour prier. Tout ça y a commandé, c'est un petit moment. Voilà, alors j'aimerais vous ajouter aussi que, indépendamment de l'interprète, la merveilleuse chanteuse, c'est une femme qui écrivait beaucoup de textes aussi. Elle a écrit beaucoup de chansons. Elle était spécialiste dans cette activité d'auteur, comme disait Aznavour, des écrivains de la chanson, en tout cas. C'est beau. Et elle a, oui, tout à fait, mais elle a travaillé avec Jean-Claude Nemo, Ronald Rubinel, Harry Diboula, Jean-Philippe Mantillet, elle a signé des titres avec tous ces gens-là. On va écouter un quatrième titre, ça s'appelle Danser la Mazouk. Ça, c'est de bons souvenirs où on va retrouver tout un certain nombre d'artistes martiniquais, antillais, qui expriment leur attachement à la mazurka. Ah ouais. L'on est toi kawawa dans rêve moi. Moi qu'a senti qui ou couché pas moi. Rêve moi. Grand mais grand. Grand la divinité grand. Alors, sans vouloir faire polémique, quand je regarde les clips aujourd'hui, les filles sont toujours presque toutes nues. Aujourd'hui. Ce n'était pas le cas d'Edith Lefebvre. Ah, elle Alors, était soignée, Elle c'est avait tenu. été soignée. Et les coiffures. Et je vais vous raconter rapidement qu'elle a eu un prix de la SACEM, que dans du temps, on a fait une manifestation au Méridien, et j'ai eu la chance de la chercher à l'hôtel et de l'emmener au Méridien. On a passé 30 minutes, de manière un peu intime. Mais en même temps, j'ai été très, très frappé par sa fébrilité. Elle ne savait pas si elle avait le prix. Elle était, vous voyez, elle était assez émue. Elle n'était pas Voilà. blasée. Elle n'était pas blasée, voilà. Donc, c'est un souvenir qui reste gravé dans ma mémoire parce que ça a été un moment privilégié quand même d'un échange direct avec elle, quoi. Oui, Donc, on va écouter. juste avant qu'on écoute une anecdote très rapide. Il y a quelques années, la ville de Fort-de-France avait décidé, à l'occasion du 8 mars, de mettre sur les grilles un certain nombre de panneaux concernant en hommage aux femmes. Des femmes de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et des États-Unis, puisqu'il y avait Rosa Parks aussi pour les États-Unis. Le seul panneau qui a été pris, c'était celui d'Edith Lefebvre. Ouais. Alors, elle avait 40 ans quand elle nous a laissés. C'est quand même assez tragique. Un arrêt cardiaque. Voilà, un arrêt cardiaque.
Je pense qu'on ne l'oubliera jamais parce qu'elle a enrichi notre musique, elle a donné aussi à la femme tout son éclat. En même temps, elle a revitalisé la tradition parce que des œuvres comme La Sirène, tout ça, c'était déjà mort hein, quelque part. Elle a revitalisé ça et donc je te remercie Gérard de m'avoir donné l'occasion de cet hommage à Edith Lefel. On va écouter un dernier titre que j'ai choisi un petit peu parce que c'est sur un fleuve de Guyane, comme elle est guyano-martiniquaise. Je vais faire un clin d'œil aussi à nos amis guyanais, pays dans lequel j'ai travaillé pendant longtemps. Très bien. Voilà, très maître, bien. je pense avoir répondu à votre attente. Oui, mission accomplie. Nous avons légèrement dépassé le temps. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je salue tout le monde globalement, puisque nous sommes déjà en retard. Bye bye.